Bah qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de regarder une liste de films qu'on pourrait faire pour les monstres de l'été. Parce que j'ai envie de faire un épisode spécial film de requins. Ouais. Mais des films de requins, il y en a tellement, je sais même pas par où commencer. Regarde-moi ça. Il y a Sand Shark, Snow Shark, Avalanche Shark, Shark à Venise, Sharktopus, Shark Attack, Jurassic Shark, Ghost Shark, Nuclear Shark. Puis franchement, j'ai pas envie de les acheter en DVD, ils sont tous mauvais. Bah regarde-les en streaming. Ah non. Je vais pas sur les sites de streaming, j'ai pas envie de me faire voler des données ou de me faire pirater mon ordinateur. Bah Surfshark. Ah, il y a Surfshark aussi, je l'ai même pas vu. Mais non, Surfshark, c'est un VPN. Un quoi? Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Surfshark est un VPN qui permet de crypter vos données personnelles lorsque vous naviguez sur Internet, et les protège en cachant vos activités de navigation. Surfshark vous permet d'accéder et de débloquer des sites web et du contenu que vous n'avez peut-être pas le droit de voir normalement, en contournant les restrictions d'emplacement ou en modifiant votre adresse IP pour qu'elle corresponde à celle d'un autre pays. Par exemple, si vous désirez regarder une série qui n'est visible que sur le Netflix anglais, il vous suffit de modifier votre lieu de connexion et ainsi profiter de votre série. Surfshark sera un bouclier efficace contre les tentatives d'hameçonnage et les cyberattaques et contre les malwares et spyware qui pullulent sur le net. Et vous pourrez utiliser les réseaux Wi-Fi publics sans aucune crainte d'être piraté. Contrairement à beaucoup de VPN, Surfshark offre un compte et un nombre d'appareils illimité, il n'y a aucune restriction et fonctionne sur PC, Mac, Android et iOS. Avec le code promo monstre, vous aurez droit à 83% de réduction, 3 mois supplémentaires gratuits et une garantie de remboursement de 30 jours. Et si vous avez le moindre souci, le service clientèle est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On vous met le lien dans la description. Alors, t'en dis quoi? Je sais pas si c'est vraiment bien de prendre ce VPN là. Va sur leur site. Ouais, non, il est vachement bien ce VPN là. Ça fait une paye que vous l'avez pas vu ce générique là. Hein. Je me rappelle à l'époque, je voulais faire un truc tout con, alors j'ai pris 9 ou 10 photos, je les ai assemblées, basta. Mais par contre, je voulais vraiment que la musique symbolise la chaîne. Fallait vraiment que ça fasse monstre, que ça ressemble à un grognement. Et du coup, vous savez où est-ce que je l'ai trouvé cette musique? Non, enfin non, cherchez pas, c'est dans le titre de la vidéo. Vous faites pas d'efforts des fois. Il est pas d'enfer notre nouveau logo, sérieux. Merci à toi Vic en vrac de nous l'avoir dessiné. C'est quelqu'un de super gentil, de talentueux et vraiment de très pro. On vous invite à aller sur sa page Instagram pour voir ce qu'il fait. On vous met le lien dans la description. Qu'est-ce qu'on fait comme pub dans cette vidéo? C'est affolant. Bon allez, on y va. Rogue, traduit par Solitaire en France, mais aussi par En eau trouble pour la version DVD. Et c'est un titre qui est tout à fait approprié puisque effectivement, à un moment dans le film, l'eau est trouble. C'est vraiment original. C'est clair. Rogue Trouble en solitaire, donc, est un film d'horreur australo-américain sorti le 13 août 2008 et réalisé par Greg McLean, un spécialiste des films d'horreur qui s'est fait connaître grâce au film Wolf Creek. L'Australie, ce vieux continent insaisissable, avec ses déserts arides, ses côtes sublimes, ses forêts luxuriantes, enfin, quand elles brûlent pas, et surtout la myriade d'animaux mortellement dangereux qui y vivent. Araignées, serpents, requins, crocodiles, méduses, pieuvres, escargots coniques. Bref, là-bas, tout veut votre mort. Mais il y a quand même des animaux gentils, comme la grosse meumeux qui est là, hein? Je mignote plein la vavache. Foutesse. J'ai déjà entendu ça quelque part.
Donc l'Australie est un pays infernal où le monde veut votre peau. Alors quoi de plus normal que d'aller là-bas pour un reportage? Et c'est justement ce que va faire Pete McKell, un journaliste américain venu faire une excursion en bateau dans le National Kadaku Park. Le groupe est guidé par Kate, accompagné de son fidèle Kevin, et consiste en une dizaine de personnes, dont un couple, une petite famille et quelques célibataires. Au fil de la balade, Kate leur apprend plein de choses sur les crocodiles qui pourraient leur être utiles un peu plus tard dans le film. Il peut nager sous l'eau à 30 km à l'heure, sans faire la moindre vaguelette à la surface. Et puis il peut surgir pour attaquer à une incroyable vitesse. On sait aussi qu'il observe ses proies et qu'il mémorise leurs habitudes. Ne vous en faites pas, on est à l'abri sur ce bateau. Ils n'attaquent pas ce qui dépasse leur taille. Faut jamais s'avancer. Moi personnellement, j'attendrai la fin de la visite pour dire un truc comme ça. Un peu plus tard, le groupe va croiser Neil et son pote Colin, deux pécores du coin un peu relous sur les bords, mais Kate se débarrasse rapidement d'eux et continue son périple. Pendant la visite, tout le monde fait un peu connaissance. Eh, c'est beau, il est bien ce tout petit appareil. Merci. Ouais, c'est nouveau? Oui, je l'ai eu pour les fêtes. Ouais, il est joli cet appareil. Eh bien, c'est pas... comme ce SLR, c'est-à-dire un réflexe à objectif unique. J'ai un objectif 25 mm. J'ai tout de 35 à 155 mm. C'est pas tendancieux comme conversation, ça? Elle est belle, ta caméra. Tu veux voir la mienne? Regarde, elle est plus grosse. Elle est bien, hein, mais elle est plus grosse. Tu veux la voir de plus près? Viens, viens. Mets ta main dans ma poche, j'ai des cachous. Non, je sais qu'en tant qu'adulte, j'ai forcément l'esprit mal placé, mais l'échange de regards entre les deux est vraiment bizarre. Sur le chemin du retour, Everett remarque une fusée de détresse. Kate détourne le bateau et se rend là où la fusée a été tirée, et a priori, il s'est passé quelque chose de grave. Mais pas le temps de se poser des questions, un crocodile apparemment plus gros que le bateau les attaque et crée une voie d'eau. Je croyais que les crocos n'attaquaient pas ce qui est plus gros qu'eux. Bah ouais. Mais alors pourquoi il nous a attaqués? Bah parce qu'il est plus gros que le bateau. Ah oui, du coup, oui, effectivement, ça a du sens, mais... Enfin, on pourrait pas, je sais pas... Tiens, peut-être nager vers la rive, là-bas? Ah, on pourrait, mais comme il y a toujours un relou pour poser des questions, bah c'est trop tard. Kate fait échouer le bateau sur un petit îlot non loin de là, mais de toute évidence, ils sont bloqués et ne peuvent pas appeler de secours. Et cerise sur le croco, la zone subit les mouvements de marée. Donc, d'ici quelques heures, l'îlot sera submergé. Russell, pris de panique, tente de se sauver à la nage, mais Everett l'en empêche, parce que la zone est dangereuse. Sur quel canal? Et oui, effectivement, elle est dangereuse, oui. Mais peut-être qu'ils sont hors de danger, puisque arrive... Et merde, les pécores. Attention au crocodile! C'est pas drôle! Ça va pas le bateau? Bon, peu importe ce qu'il y a sous l'eau, déjà on peut partir du principe qu'il n'aime pas les bateaux. Neil rejoint les autres en nageant, mais son pote Colin ne remontera jamais. T'as vu l'effet dramatique là dans la voix? Et son pote Colin ne remonta jamais. J'essaie de travailler mon jeu en ce moment. Ouais, faudrait mieux travailler sur le son. Oui, alors le son, on en a déjà parlé, j'y connais rien, toi non plus, on fait ce qu'on peut, d'accord? Pote Colin ne remonta jamais. Car le crocodile, créature infernale, l'a dévoré. Et ça sent la morue jusque dans le cœur. La nuit venue, Neil passe sur l'autre rive sans problème et accroche une corde à un arbre pour permettre aux autres de traverser sans danger. Marie-Hélène, la femme de Feu Everett, passe la première, mais à mi-chemin, elle est prise de panique et s'arrête. Allen, étant un petit peu impatient, voire légèrement agressif, mais surtout un peu con, force sa fille à traverser et grimpe lui aussi à la corde malgré les avertissements des autres. Mais la peur annihile parfois la réflexion. Ah la vache, c'était super dramatique ça aussi. Ne me quitte Non, ça pas. suffit, stop. Et bien sûr, ce qui devait arriver arrive. Leur poids fait tomber l'arbre, qui d'ailleurs tenait à pas grand chose, et tout le monde termine à la flotte. Et profitant du fait que Neil se fait un copain, ils reviennent tous les trois sur la rive. Je suis désolé. Je suis désolé. Ah, il va se passer un truc là. Il va se passer un truc. Ça se voit au changement de plan. Donc la suite se fera manifestement sans Allen. C'est un échec.
L'eau continue de monter, donc ils mettent en place un autre plan, et il est carrément plus bancal que celui avec la corde. En gros, ils vont utiliser l'ancre du bateau comme un hameçon qui retiendra le crocodile pendant que le groupe traversera à la nage pour atteindre l'autre rive. Mais il faut un appât. Oui. Non. Ah non, pas Kevin. Tiens, je me rends compte que c'est la première fois que je souhaite pas la mort d'un Kevin. Pourquoi? T'as déjà eu un problème avec un Kevin? Non. Bah pourquoi tu me dis ça alors? Bah je le dis parce que c'est marqué dans le texte, hein, moi je suis. Hein. Bien sûr, ils prennent pas le chien, ils utilisent les canards que Neil et Colin avaient dans leur bateau pour attirer le crocodile. Qui va surveiller le piège? Est-ce que c'est nécessaire? Les crocos sentent les vibrations dans l'eau par leur peau. Si on remue la paille, il croira que c'est vivant. Autrement, il n'en voudra pas. Donc, Pete se porte volontaire pour rester. Le croco mord à l'hameçon, mais il est un petit peu trop enthousiaste, et le rocher sur lequel est nouée la corde branle vachement. Mais au moins, tout le monde peut traverser. Sauf qu'il y a un moment où le croco finit par lâcher prise. Donc Pete fonce de l'autre côté de l'îlot pour pouvoir traverser, mais Kate est encore dans la flotte. Et le bestiau surgit de nulle part, l'attrape et disparaît. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Pete, tu fais quoi là? Je cherche Kate! Dans l'eau, où il y a le crocodile. Bah oui! D'accord! Oui, bah manifestement il est con. Hein. Oh oui, ça il l'est. Et il l'est tellement que le groupe l'a laissé tout seul avec le chien. Enfin non, au final même lui il se barre. Seulement, Pete a promis à Kate qu'il s'occuperait de Kevin. Donc il le suit jusqu'à arriver devant un arbre avec un énorme trou. J'y foutrais pas les pieds perso. C'est un coup à finir chez la reine de cœur. Not much. That's pretty soft, actually. That's the valve in action. That's just him shut. It's actually the same. Pete glisse dans un tunnel et atterrit sur ce qu'il reste de Neil. N'importe qui à ce moment-là se tirerait d'ici, mais comme le chien aboie en permanence, Pete s'enfonce plus profondément dans l'antre du crocodile. Parce que j'espère que vous l'aurez compris, il est effectivement tombé dans l'antre du saurien. Et surprise, Kate est blessée, mais vivante. Bon, elle est dans les vapes, mais elle est vivante. Comme l'enseigne Lacoste n'est pas encore revenue, Pete se met en devoir de sortir Kate de là. Sauf que Kevin est tout fou et part vers la sortie. Mais... Le propriétaire des lieux revient sur place et Pete a tout juste le temps de se planquer en hauteur avec Kate. Dans la situation suivante, je peux. Réponse A. Jeter Kate par terre et m'enfuir en courant. Réponse B. Me chier dessus. Réponse C. Descendre péter la gueule de l'animal. Réponse D. Attendre 2 ou 3 heures que l'animal se décide à partir. Réponse E. Appeler Paul Hogan. Réponse F. Descendre tranquillement avec Kate dans les bras tout en jetant des regards discrets et inquiets au crocodile et se diriger lentement vers la sortie. Donc, il choisit la réponse F. Sauf que du côté du crocodile, ça ressemble à peu près à ça. Réponse A, attaquer. Réponse B, attaquer. Réponse C, attaquer. Réponse D, attaquer. Et il choisit les 4. Le croco feint de dormir et dès que Pete a le dos tourné, il attaque. Heureusement, il les loupe, mais vu l'énergie qu'il met en œuvre pour les attraper, Pete est obligé de le combattre. Alors, le coup du bâton, là... Ouais, voilà. Pete se planque dans les rochers, mais le sac à main est loin d'être con. Mais qu'est-ce qu'il s'en va foutre ses mains là-dedans, lui? Ah bah voilà. T'as l'air malin maintenant, hein? Bon, ça, à la rigueur, d'accord, c'est bien. Sauf que ça plaît pas au croco qui préfère se rabattre sur Kate, qui est coincée entre des racines. Pete tente alors le coup ultime. D'accord. Enfin, du coup, ça a marché, mais il est mort. Parce que là... Oui, alors, ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça, parce que même si le rocher derrière maintenait la gueule du croco ouverte, il s'est quand même jeté sur lui. En plus, il est tombé comme ça. Hein. Enfin, il a dû lui enfoncer les jambes dans le bide. Le mec est forcément mort. Pete repart vainqueur du combat avec Kate dans les bras. Putain, sans déconner, le mec a encore de la force après tout ce qu'il vient de faire. Et en plus, il part à pied, il y a sûrement d'autres crocos dans le coin, c'est super dangereux. Bref, il retrouve les secours et plus tard, son acte de bravoure finit épinglé sur un mur dans un bar de la région. Cool. Not much. That's pretty soft, actually. That's the valve in action. Dans le monstre de film consacré à Lake Placid, j'avais dit qu'il y a un film que je considère comme les dents de la mer du film de crocodile. Et bah c'est Rogue. Et ça fait un moment que j'ai envie de vous en parler. C'est pour moi le meilleur film de crocodile que j'ai vu ces 20 dernières années.
Quand je dis que le titre était très bien traduit, c'est parce que rogue en anglais se dit d'un animal sauvage, solitaire et parfois agressif. Un terme qu'on entend d'ailleurs de la bouche de Matt Hooper dans Les Dents de la Mer. Le film a été inspiré par une histoire vraie, qui est arrivée à Darwin. Alors Darwin, c'est le nom d'une ville en Australie où il y a une réserve de crocodiles. C'est pas une histoire qui est arrivée à Charles Darwin ou aux singes dans la famille de la jungle. Dans la réserve en question, où il y a des crocodiles marins, un bateau a été coulé par un croco de 5 mètres. Il y a carrément planté les crocs, ça fait un peu flipper. Heureusement, personne n'a été blessé ou tué, à part le crocodile qui est mort pendant sa capture. Et s'il les a attaqués, c'est parce qu'ils étaient sur son territoire. Alors c'est quelque chose que j'ai appris en me renseignant sur le film, mais les crocodiles sont très territoriaux, notamment les gros mâles solitaires, et peuvent parfois devenir extrêmement agressifs quand quelqu'un ou quelque chose se trouve sur leur territoire. Dans mes souvenirs, le film était long à démarrer, mais en fait, il passe bien, même si certains moments sont un petit peu mous en termes de rythme. L'histoire suit un cheminement assez classique, avec une présentation de groupes de gens qui définit les caractères de chacun, ou encore une créature qui se dévoile petit à petit jusqu'au final. Mais là où ça diffère, c'est qu'on ne saurait pas vraiment dire qui ira jusqu'au bout. Le casting étant peu connu, ça aide. Les attaques du film vont crescendo. La première se passe hors champ, on entend juste des remous et on voit un petit bout de queue. Ensuite, on voit la gueule une fraction de seconde, puis l'animal entier. Mais c'est l'absence du crocodile qui tient en haleine, et les attaques sont rudes et violentes. Par contre, la fin est un peu exagérée. C'est le seul point qui fait que le film n'est pas parfait. L'alchimie du groupe fonctionne plutôt bien, même s'il y a quelques personnages qui passent inaperçus, mais sinon, tout le monde a son moment dans le film. Forcément, Kate et Pete, étant les personnages principaux, sortent du lot, mais beaucoup d'empathie se crée avec d'autres, comme Russell par exemple. Il a un échange de regard avec la gamine quand il déverse des cendres dans l'eau. Ces cendres peuvent être à n'importe qui, sa femme, son enfant ou son père, mais à travers sa tristesse et son regard, on comprend que c'est important. Et elle aussi ressent ça. Ils ne se disent rien, mais on comprend tout. Et ça, c'est beau. Un peu de beauté dans ce monde, bordel. Je trouve Pete très intéressant parce qu'il a rien à héros. Ça lui plaît pas d'être dans le coin, il est hautain, il aime pas les animaux, il est aigri, c'est un parisien quoi. Mais les circonstances vont le transformer et faire de lui un héros, un homme ordinaire qui affronte l'extraordinaire. Pendant le tournage, le réalisateur n'a pas hésité à adapter les scènes à l'environnement ou aux propositions des personnages. D'ailleurs, toutes les images avec de vrais crocodiles ont été tournées sur place, rien ne vient de documentaire. Et quand on y pense, le tournage a été bien encadré question sécurité, puisque l'endroit était truffé de crocodiles marins, et il n'y a pas eu un seul accident. Et pourtant, lors du tournage de la scène où Neil tombe à l'eau, des gens ont affirmé avoir vu un crocodile de 3 mètres rôder dans le coin. Flippant. Rogue s'est vu attribuer un budget de 26 millions de dollars australiens. Vous connaissez l'exercice que je fais habituellement, je transforme des dollars américains d'hier en dollars américains d'aujourd'hui. Et bien là, je vais transformer des dollars australiens d'hier en dollars américains d'hier, que je vais transformer après en dollars américains d'aujourd'hui. Donc, 26 millions de dollars australiens donnés à l'époque 20 millions de dollars américains, ce qui donnerait pour aujourd'hui 27 millions de dollars. Que ce soit pour l'époque ou aujourd'hui, ça reste un tout petit budget. Et je trouve que le film s'en sort vraiment très bien. Mais il est sorti dans l'indifférence générale et s'est ramassé un four colossal, puisqu'il a engrangé 4 millions de dollars dans le monde. En même temps, si on prend l'exemple de la France où il a fait 9000 entrées, il est sorti dans le sillage de l'incroyable Hulk, La Momie 3 et en même temps que The Dark Knight. Donc pas facile de se faire une place. Et je trouve ça vraiment triste parce que franchement, Rogue ne méritait pas ça. Avant d'aller plus loin, il va falloir que je fasse un petit aparté sur les crocodiles. Ça va être un peu long, ça va être un peu bourratif. Non, c'est bon, je rigole, ça va durer 2 minutes. Parmi les plus imposants crocodiliens du monde se trouvent le crocodile du Nil, le caïman noir et le crocodile marin. Ce dernier est aussi le reptile le plus lourd de la planète. Vous vous rappelez les problèmes que j'ai soulevés dans la vidéo de The Meg sur la paléontologie et la taille du mégalodon. Et ben en fait, il n'y a pas qu'en paléontologie qu'on a des gros problèmes au niveau des tailles. A l'instar des requins et des anacondas, les tailles maximales des crocodiles ont toujours été le fruit de légendes ou d'excès d'imagination. Si vous regardez la page Wikipédia sur le crocodile marin, vous pourrez voir qu'il est écrit « Le plus grand crocodile d'estuaire d'une taille de 8,60 m, source non vérifiée, a été abattu en Australie ». Et là, comme disait Coluche, le mec qui a écrit ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule. Parce que, si c'est pour nous dire que le plus grand crocodile qu'on a capturé faisait 8,60 m, mais que les sources n'ont pas été vérifiées, autant rien dire. Par contre, des preuves que le crocodile marin peut atteindre 6 voire 7 mètres, il y en a. Et c'est justement la taille que le département des effets spéciaux a retenue pour son croco. Ils ont fait une réplique grandeur nature mesurant 7 mètres de long, ainsi qu'une deuxième réplique avec juste l'avant du corps qui a beaucoup servi pour la scène finale. D'ailleurs, l'acteur était réellement paniqué pendant le tournage puisque l'animatronique, en plus d'être criant de vérité, était doté de dents en porcelaine réellement capables de lui broyer les mains. Et pour certaines attaques, l'équipe a employé une marionnette et ça passe inaperçu dans le film.
Suivant les plans, j'ai pas l'impression que le croco fait 7 mètres. Il y a des fois on dirait qu'il est beaucoup plus gros. Après, faut dire qu'il est massif. Peut-être même un peu trop pour un crocodile. Mais au moins, son gabarit est un handicap sur Terre. Pas comme dans Primeval où le croco est d'une mobilité what the fuck. Par contre, dans l'eau, un croco peut se propulser grâce à sa puissante queue. De ce côté-là, le film est cohérent. L'équipe s'est d'ailleurs beaucoup renseignée sur les crocodiles pour que celui du film soit crédible. Greg McLean voulait un animal de grande taille, qui soit monstrueux mais pas abusé, à l'instar du requin des Dents de la Mer. Plus un crocodile est vieux et grand, plus il est gros et lourd. Ils sont très musculeux, notamment au niveau de la queue et au niveau des mâchoires, ce qui leur confère une puissance énorme quand ils mordent, mais ils sont aussi grassouillés. Ils ont de la graisse au niveau du cou et au niveau des intestins. Il a donc fallu reproduire les muscles numériquement, puis rajouter la graisse par-dessus pour que chaque mouvement fasse bouger la graisse de manière cohérente. Au vu du faible budget, les effets numériques sont de très bonne qualité. Pour la scène où Allen est attaqué, l'acteur a été attaché à un câble que 2 opérateurs faisaient bouger pour simuler les mouvements de la tête du croco. Un cascadeur l'a ensuite remplacé pour la partie où il est jeté en l'air, puis l'acteur a repris son rôle pour le moment où le croco l'emporte avec lui. Un opérateur a été filmé à la place du crocodile pour avoir de vrais mouvements dans l'eau, et ensuite c'est la magie du numérique qui opère. D'abord avec la transition entre l'acteur et le cascadeur, puis en mettant le crocodile à la place de l'opérateur, un peu d'étalonnage, quelques effets de lumière, on change de plan et le tour est joué. Toute la partie du film où les personnages sont coincés sur l'îlot a été tournée sur un lac artificiel, donc des falaises ont été rajoutées numériquement pour faire croire qu'il s'agit toujours de la réserve. Mais ce qui m'a le plus étonné en voyant le making-of, c'est le boulot monstrueux qui a été fait sur les décors. L'îlot où sont bloqués les personnages est en fait une construction faite de bois et d'acier, recouverte de terre, de plantes et de pierres, dont ils pouvaient régler la hauteur pour simuler la montée des eaux. Et pour qu'elle soit bien intégrée au décor naturel, l'équipe a fabriqué des rochers et rajouté des plantes aux alentours. Un second plateau a été construit en studio, pour les scènes se déroulant dans l'antre du crocodile. Et ça a grandement facilité le tournage, puisqu'ils ont agencé le décor à leur convenance pour pouvoir l'éclairer convenablement et placer les caméras où ils voulaient. Avec pas loin de 50 degrés et 84% d'humidité, impossible de faire tenir le maquillage, la sueur le faisant couler. Donc tous les comédiens sont au naturel. En revanche, pas de problème pour mettre les prothèses en latex pour faire les blessures. C'est le compositeur australien François Tétaz qui a fait la musique du film. Il a principalement travaillé avec des instruments à cordes et le rendu est excellent. Parmi les thèmes que je retiens, il y a d'abord celui-là. Ce morceau pour moi, c'est la solitude. Celle qu'on ressent lorsque l'on est dans un endroit loin de tout, où notre civilisation n'a pas sa place. Ensuite, il y a celui qui ponctue les moments d'attaque. Les cordes sont frappées, comme pour symboliser les coups de mâchoire du monstre. Mais le meilleur thème de ce film pour moi, celui que j'avais choisi pour le premier générique de Monstres de film, c'est ce grognement musical, sourd et angoissant. C'est le thème du crocodile. C'est une violoncelliste du groupe qui en a eu l'idée. François Tétaz cherchait quelque chose qui pourrait symboliser l'immobilité du crocodile, qui regarde sa proie et attend le bon moment pour frapper. Elle a obtenu ce résultat en frottant son archet sur les cordes de son instrument, tout en les maintenant avec un bout de métal. Ce thème me fait dresser les poils, on dirait un grognement. Et pour finir avec la musique, une petite anecdote sympa. À la fin du film, pendant le générique, on peut entendre la chanson Never Smile at a Crocodile. Never smile at a crocodile. No, you can't get friendly with a crocodile. C'est une chanson qui à la base a été écrite pour le dessin animé Peter Pan des studios Disney, mais la version chantée a été abandonnée au profit du leitmotiv musical qu'on connaît tous. Question mise en scène, le film est intéressant à partir du moment où les survivants sont bloqués sur l'îlot. Beaucoup de plans d'ensemble accentuent la sensation d'isolement des personnages. Ils apparaissent tout petits à l'image. Les paysages sont intimidants et écrasants, surtout qu'ils ont un côté sauvage très marqué. L'ombre des Dents de la Mer planant toujours sur ces films-là, on ne peut pas s'empêcher de se dire que le crocodile tarde à apparaître à l'écran, comme son cousin Bruce. Mais chaque apparition est marquante, même si on n'en voit qu'un bout. Avant de parler du casting, un petit rappel, parce que vous êtes très nombreux à nous dire « Ah, mais t'as oublié de dire que lui jouait dans ça, que elle a joué dans telle série ». Premièrement, on ne peut pas aborder toute la filmographie des acteurs d'un film.
Je prends l'exemple de The Meg, il y a tellement de gens qui ont joué dans tellement de trucs différents, ça prendrait une demi-heure rien que pour ça. Et dans l'idée, c'est pas super intéressant. Deuxièmement, en un mois, ce qui est en moyenne le délai qu'on a pour faire une vidéo, on peut pas regarder tous les films et toutes les séries dans lesquels les acteurs et actrices sont apparus. C'est pas possible. Donc, désolé si on oublie des trucs, mais c'est normal. Radha Mitchell, on la reverra dans Pitch Black, mais elle est connue de Fun Game, Man on Fire ou encore Silent Hill. Michael Vartan, fils d'Edmond Vartan, le frère de la chanteuse Sylvie Vartan, ce qui veut quand même dire que son oncle, c'était Johnny Hallyday, est apparu dans beaucoup de séries et a une filmographie assez fournie, mais je connais aucun des films dans lesquels il a joué. Sam Worthington, je dirais que c'est assez compliqué de pas le connaître dans la mesure où il a joué dans Terminator Renaissance, Avatar et Le Choc des Titans. Il a par la suite tourné dans des films de moindre importance qui lui ont permis de rester dans le paysage, mais on l'attend théoriquement fin 2022 pour Avatar 2. John Larratt a déjà joué pour Greg McLean, notamment dans Wolf Creek, et il a fait une courte apparition dans Django. Mia Wasikowska fut, après Rogue, Alice dans Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir, tous les deux de Tim Burton, et à part Robert Taylor dont j'ai parlé dans l'épisode sur The Meg, le reste du casting est principalement connu de films australiens, donc inconnu de moi. Rogue est un film que j'aime beaucoup et dont j'avais vraiment envie de parler parce que pour moi c'est le meilleur film de crocodile qui soit. Certes, il souffre de défauts qui sont dus au fait que c'est une petite production, mais franchement, je vous recommande d'acheter ce film et de le regarder. Il vaut vraiment le détour. Et puis ça permettra de réparer un petit peu l'injustice qu'il a subie quand il est sorti au cinéma. Tant que j'y suis, et avant de finir, faut que je vous parle de la web radio Dream & Zik. Son directeur est un mec adorable et passionné de cinéma qui nous a gentiment proposé d'être les parrains et marraines de sa web radio. Lui et son équipe d'animateurs et d'animatrices diffusent tous les soirs de la semaine des tubes des années 70 à 2000 dans la bonne humeur. Suivant les jours, les horaires de diffusion changent un peu, mais c'est tous les soirs de la semaine. N'hésitez pas à y aller, on vous met le lien dans la description. Franchement, je suis sur le cul. Hein. Que tu viennes m'apprendre après tout ce temps que t'as animé une émission de radio et sur le cinéma en plus, ça me tue. Hein. Bon, par contre, ton histoire des personnages qui sortent des films, donc des personnages d'œuvres de fiction, hein, qui n'existent pas, hein, on est d'accord, qui sortent des films pour se balader dans notre monde façon Last Action Hero, moi ça me dépasse. Et pourtant, Et quoi, et pourtant? ça m'est déjà arrivé et ça t'est déjà arrivé. T'as jamais remarqué des choses bizarres dans tes vidéos? Si, depuis quelque temps, elles sortent en temps et en heure, et ça c'est bizarre, mais sinon non, je vois pas. Attends. Putain, qu'est-ce que c'est que ce téléphone de merde? Attends, hein. Ça c'est ta mère qui m'a fait changer de téléphone, moi je préférais l'ancien. Celui-ci, j'y arrive jamais. Bon, enfin l'ancien c'était un 3310, fallait en changer, hein. Oui, mais c'est pas avec celui-là que je vais assommer un chien. Hein. T'as assommé un chien avec un 3310? Oui, oh, c'est une longue histoire. Ah merde, c'est pas ça que je voulais ouvrir.